Dans ce genre de moment, il se passe des choses. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que en partant d'ici, vous ne serez pas les mêmes que lorsque vous êtes arrivés ici. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, autorisez-vous aussi à échanger entre vous après. Faire du lien, c'est aussi pour ça que j'organise ce genre de soirée avec Alain, faciliter les choses. Je pense que des choses se clarifient aussi quand on entend toutes ces personnes qui nous expliquent certains biais qu'on pourrait avoir aussi dans nos esprits ou que certains d'autres que nous ont. Le fait d'expliquer les choses, c'est aussi très rassurant parce que comprendre tout ça, la connaissance, c'est aussi une forme de pouvoir. Donc on reprend aussi, nous tous ici ce soir, notre pouvoir d'agir. Compter sur tout le monde ici, je pense, pour continuer. Sur moi et bien sûr sur tous les autres parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour se mobiliser sur la question. Vous contribuez tous aussi à nous éveiller aussi et ça nous donne de l'énergie de continuer pour avancer là-dessus. Il y a vraiment des perspectives. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que finalement, la médecine intégrative, c'est presque un antidote à beaucoup de choses et aussi c'est une façon aussi de nous prémunir des dérives sectaires et c'est en cela que la médecine intégrative est puissante et c'est aussi la médecine de demain. Et ça, il faut garder à l'idée. Il faut que concrètement, il y ait des choses qui se passent. Il y a des initiatives qui ont été faites par des pionniers précédemment dans ce Parlement, mais aussi à d'autres endroits. Ces pionniers, il faut aussi continuer à les honorer. Voilà. Et il y en a un qu'on va honorer aussi ce soir à travers ce prix. Donc je te passe la parole. Merci, bravo à tous. Et bravo aussi à toi, Alain. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Alors, c'est assez émouvant pour moi, donc il faut laisser les émotions s'exprimer, il n'y a pas de raison de les réfréner. On a tous des rencontres dans nos vies qui sont marquantes. J'ai rencontré David Servan-Schreiber malheureusement dans un contexte médical. Et rapidement, j'étais, en plus d'être attiré par ses beaux yeux bleus, par sa vision du monde. Et je retrouve dans le regard de chaque frangin quelque chose. David était un neuroscientifique, connaissait aussi bien la médecine que le monde. Avant l'ère de l'épigénétique où on régulait les gènes, avait conceptualisé les rapports, les interactions entre l'environnement et le corps, entre l'esprit et le corps. Alors il a aussi bien travaillé sur le thé vert, les polluants que le stress. Il a été pionnier des techniques de l'EMDR en clinique traumatique. Il a cofondé et dirigé le Centre de médecine intégratif aux États-Unis entre 2000 et 2002. En plus des travaux scientifiques, il a porté la voix, que ce soit au Sénat américain, au comité Nobel, de cette vision de santé intégrative et avant tous les outils et avant tout le mouvement qui s'est créé. Alors, beaucoup d'entre vous ont lu un best-seller, et on en discutera avec Laura aussi, Anti-cancer. Moi, j'étais honoré de préfacer la réédition des 10 ans. Donc, ça a été finalement un maître à penser avant l'heure de ce mouvement. Il est juste d'honorer la mémoire de ceux qui sont partis, parce qu'ils laissent quelque chose d'eux, un héritage. S'il y a bien quelqu'un qui a œuvré pour le développement de cette santé intégrative, c'est David Servan-Schreiber. La beauté de l'histoire et le lien qui vous fait asseoir tous auprès d'un nom que vous n'étiez pas obligé de prendre avec votre dîner, c'est qu'il y a dans la vie de David quelque chose qui est dans la nôtre complètement. Il avait ce génie, c'est un véritable génie, c'était de transformer chacune de ses relations, de ses rencontres, de ce qu'il éprouvait, de ce qu'il essayait, des sucres qu'il avait trempés, soit dans la camomille, soit dans autre chose, soit dans encore autre chose, pour voir. On a la réponse au seul mouvement qui motive la vie,
pensait-il, il avait raison, qu'on est toujours en train de s'auto-guérir ou de se guérir. Alors c'est délicieux d'être plusieurs à le faire ensemble. Il n'y a pas de mal à le faire avec des petites choses sans aucune importance comme les myrtilles ou des grandes choses qui ont beaucoup d'importance comme une chimiothérapie. Il faisait les deux. Il essayait consciencieusement et il essayait surtout avec d'autres. Ça t'a fait quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ainsi, chacun de ces malades, chacun de ses amis, chacune de ces rencontres avait l'impression de participer à la vie et aux soins de tous les autres. Ça, c'était chouette. Ça, je vous l'ai donné, moi, toute seule. Et je suis très fière de moi. Et j'espère que vous le gardez. C'est la première fois que je dois passer après toi. Et c'est très difficile. Bon. David, c'était mon grand frère, mais comme dit Alain, il est mort il y a 13 ans. C'était surtout un grand scientifique. Et avant d'être le David que vous avez connu, dont vous avez entendu parler, c'était surtout un grand scientifique. C'était quelqu'un qui était extrêmement courageux. C'est pour ça qu'il a pu encaisser tranquillement toutes les insultes qui ont pu lui être envoyées dans son combat pour la médecine intégrative par ceux qui ensuite l'ont honteusement, mais heureusement copié. Et puis un jour, il a eu ce cancer, et ce cancer a eu un effet étrange. Alors là, je vais vous parler en tant que scientifique. Moi-même, je ne suis pas docteur, mais je suis psychologue, j'ai beaucoup étudié le cerveau. Et David a eu ce cancer dans le lobe frontal qui lui a grignoté tranquillement, doucement, sans qu'il s'en rende compte d'abord, et puis ensuite, pendant qu'il le savait, une partie de son lobe frontal. Et alors, le lobe frontal, ça sert à quoi ? Ça sert en particulier à réguler les émotions, à garder le contrôle de soi-même, à rester rationnel le plus possible, à inhiber les émotions. Et David a eu cette chance folle, c'est curieux d'en parler comme ça, mais que le cancer lui grignote la bonne partie du lobe frontal qui l'a en fait libéré. L'a libéré de lui-même, lui a donné, l'a libéré de tout un tas d'autorégulation que le cortex frontal lui imposait, et lui a permis de passer du scientifique à l'humain en libérant son empathie, en fait. Et c'est devenu quelqu'un d'incroyablement empathique, qui pleurait très très facilement dès qu'il était au contact de quelque chose d'émotionnel, de l'émotion de quelqu'un d'autre, en particulier l'émotion de ses patients, et qui lui permettait de passer cette barrière très facilement entre le docteur et le patient. D'autant plus qu'il était lui-même devenu un patient. Et ça a été là la clé de son succès, en fait. Avant ça, ce n'était qu'un scientifique dans un laboratoire. Après, c'est devenu quelqu'un qui pouvait parler à tout le monde et dont tout le monde pouvait parler, et avec qui il pouvait se retrouver. Et alors, je pense qu'il y a là une leçon très intéressante qui... les Américains appelleraient ça « less is more », une case en moins dans le cerveau, qui permet au cerveau de devenir d'autant plus puissant. Faire plus avec moins. C'est au goût du jour dans cette assemblée. Oui, on discute le budget, donc c'est une leçon universelle. Faire plus avec moins. David a réussi à faire plus avec moins, en se tournant vers les autres. Et ce vide, cette absence, on sait que la nature a horreur du vide, mais aujourd'hui, c'est vous, et notamment les lauréats du prix, qui vont combler cette absence, qui vont le combler avec vos travaux, qui continuent ce combat, qui est un combat humaniste, qui était le sien, qui est le vôtre, et qui devrait en fait être celui de chacun. Donc merci Alain, merci Elsa, merci Doc Apos, merci tous les autres, merci Madame la députée. Merci beaucoup Alain, merci au comité scientifique également pour la remise de ce prix.
Je vais essayer d'être brève, mais c'est quand même une longue histoire, hein, puisque elle débute en 1961, lorsque ma grand-mère est décédée d'un cancer de l'estomac à l'hôpital de La Rochelle. Oui, oui, mais je ne le savais pas. Évidemment, cette histoire, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Je l'ai comprise une fois que j'ai commencé à co-créer le programme donc au cardio-réhabilitation. En fait, ma grand-mère est décédée d'un cancer. Elle avait une quarantaine d'années. Mon père avait 14 ans. Et il a trouvé ça particulièrement injuste de perdre sa maman si jeune. Et il a tout de suite commencé à lire des livres et des articles scientifiques sur les facteurs de risque de cancer. Et en fait, il a déjà trouvé pas mal de choses qui existaient voilà, dans les années 60, 70, 80. Et moi, je suis née en 1979. Et il m'a inculqué en fait tout ce qu'il avait pu lire, notamment sur la santé émotionnelle, la pratique de l'activité physique et la santé nutritionnelle. Et je suis devenue cardiologue, qui est une spécialité de prévention, évidemment très technique, mais également où on fait attention à la prévention énormément. Je suis devenue coronarographiste, donc j'avais envie de traiter les gens en urgence, de déboucher leur coronaire, etc. Et puis la vie a fait que j'ai dû retourner, j'ai eu le souhait de retourner dans ma ville natale, à Rochelle, et donc il n'y avait pas de poste de coronarographiste, et on m'a proposé un poste dans une clinique de réadaptation cardiovasculaire en 2010. Et en 2011-2012, j'ai reçu beaucoup de patientes qui avaient eu un cancer du sein et qui avaient développé une pathologie cardiovasculaire au décours du traitement. Et donc j'ai commencé à être interpellée par ces cas. Alors je savais que ça existait bien sûr, mais elles étaient jeunes et elles avaient été traitées par leur cancer dans les 5, ça faisait moins de 5 ans en général. Elles avaient développé assez vite une insuffisance cardiaque. Et donc, je me suis dit, c'est dingue. En fait, à ce moment-là, il y avait des publications sur la pratique de l'activité physique. On connaissait les bienfaits de l'activité physique dans la prise en charge du cancer pour diminuer le nombre de récidives, le risque de récidive, pardon. On savait que ça améliorait la qualité de vie, l'estime de soi, donc la santé mentale, la santé émotionnelle. Et puis, je savais également, je connaissais l'impact de l'activité physique pour limiter les événements cardiovasculaires. Donc, je me suis dit, pourquoi en fait on ne pourrait pas les réadapter à l'effort, ces patientes. Mais bon, ça reste un peu dans un coin de ma tête. Et puis mon père, depuis plusieurs années, me disait il faudrait que tu lises Anti-cancer, lis Anti-cancer de David Savant-Schreiber. Bon, et puis je me dis je n'avais pas le temps. Je faisais autre chose. Et au moment où j'ai été percutée par ces cas en fait de patientes atteintes de pathologie cardiovasculaire post-cancer, il m'a donc fait lire, j'ai lu ce livre, et là vraiment ça a été un électrochoc. Je me suis dit, mais en fait, ce qu'il explique dans ce livre, c'est exactement tout ce qu'on promeut dans notre clinique, c'est-à-dire santé émotionnelle, santé nutritionnelle, santé physique, pour les patients atteints de pathologie cardiovasculaire. Donc, il faut qu'on transforme ça pour les patients atteints de cancer. C'est-à-dire qu'une fois que les patients ont eu un cancer ou qu'ils sont en train d'être traités pour un cancer, pour limiter à la fois leur risque de récidive, mais également limiter les événements cardiovasculaires, on doit pouvoir leur proposer une pratique de réadaptation. Et donc, je n'en dormais plus. C'était vraiment, ça a été insomniant pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, mais comment je peux faire, puisque institutionnellement, ce n'est pas possible. Nous avions une autorisation pour les pathologies cardiovasculaires, mais pas pour les cancers. Donc j'en ai parlé à notre directeur qui nous dit, on ne peut pas forcément le faire. Les confrères n'étaient pas forcément encore convaincus également des bénéfices, parce que c'était un peu innovant. Et donc, j'en ai parlé à Jeannette Trougnac, qui est présente ici, qui m'accompagne depuis très longtemps, qui est infirmière dans notre clinique, et m'a dit, tu veux le faire, tu le feras. Et donc, elle m'a mise en contact avec quelqu'un qui m'a permis de monter un dossier de subvention tripartite, ARS, Jeunesse et Sport et Région Poitou-Charentes à ce moment-là. Et bon, j'ai décrit le projet de réadaptation cardio-oncologique pour un projet hors les murs, bénévole, qui se passerait le soir, avec l'utilisation des ressources de la clinique, des moyens humains
à la fois bénévole et également financé par grâce à cette subvention tripartite. Et puis, voilà, je suis allée voir deux oncologues, docteur Jamet, avec qui on a donc Claire Jamet, notre chef de service d'oncologie à ce moment-là, donc c'était en 2013, au centre hospitalier de La Rochelle. Et donc, elle nous a adressé les patientes le soir, une fois que nos patients cardiovasculaires avaient terminé leur programme, pour avoir un programme donc, de réadaptation à l'effort, mais également des cours de nutrition, de la danse-thérapie, de la sophrologie. Voilà, donc vraiment 3 pans, comme on le faisait pour les patients atteints de pathologies cardiovasculaires, puisqu'on sait qu'on diminue la morbimortalité cardiovasculaire, donc il y a des chiffres d'impact médico-économique pour les patients atteints de pathologies cardiovasculaires. Et donc on l'a fait, et on l'a fait pendant 2 ans. On a fait un bilan, une étude de faisabilité, avec des tests de qualité de vie, des questionnaires de qualité de vie, des tests physiques, pardon, des questionnaires de qualité de vie. On a invité évidemment le médecin de l'ARS pour ses bilans annuels, financiers et scientifiques. Et au bout de 2 ans, ce médecin de l'ARS a décidé, vu les résultats, d'institutionnaliser ce programme. Donc d'un programme bénévole, on est passé à un programme institutionnel remboursé par la sécurité sociale pour les patients atteints de cancer. Donc initialement le cancer du sein, et puis ensuite on a développé pour le lymphome, puisque ce sont c'est des patients qui bénéficient de chimiothérapie fortement cardiotoxique. Et puis un peu de cancer colorectal et cancer de prostate, mais un peu plus à la marge. Donc depuis 2018, notre programme institutionnel a permis de réadapter plus de 500 patients. On a réalisé une thèse d'impact médico-économique qu'on souhaite prolonger par un PHRC ou un PREPS. Voilà, maintenant, je travaille dans le CODIR de mon groupe à la Société française de cardiologie, en partenariat avec le groupe de cardio-oncologie qui existe maintenant. J'ai moi-même obtenu le diplôme de cardio-oncologue puisque c'est une nouvelle spécialité. Donc voilà, on essaime petit à petit pour faire avancer les choses de manière locale, de manière régionale et de manière nationale. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi des réseaux de cardio-oncologie qui se mettent en place et d'autres cardiologues qui souhaitent également développer la réadaptation cardio-oncologique. Et au niveau territorial, je regarde messieurs, nous œuvrons comme co-signataires du contrat local de santé au sein de ma clinique, mais également moi-même, pour développer la médecine intégrative, cardiologique, cardio-oncologique. Et donc, sur des collaborations publiques, privées, associatives et sur un territoire plus étendu que celui de la ville, on peut aussi avancer collectivement pour développer la prévention. Voilà. Donc, du décès de ma grand-mère à Anticancer, on a pu co-créer, alors j'oublie, je peux remercier Nathalie Trufflandier, Claire Jamet, les hématologues, Dr Roule, Dr Corby, Jeanne Trougnac, un médecin vasculaire, Betty Magnou, avec qui on a co-créé le programme institutionnel, la direction de la clinique, et j'en passe, voilà, mes parents évidemment, mais globalement c'est une équipe qui permet de faire avancer la prévention cardio-oncologique, parce que les pathologies cardiovasculaires et les cancers, il y a un continuum physiopathologique entre les deux. C'est les mêmes facteurs, enfin, il y a beaucoup de facteurs de risque communs. Voilà, donc on peut agir de manière synergique sur plusieurs organes en développant en fait une prise en charge globale. Voilà. Moi, très simplement, brièvement, exprimer ma gratitude, cher Alain, ma fierté. Ça me touche à la fois du point de vue d'abord de ce qu'on a créé au CHU de Bordeaux, donc parce que je le reçois à titre collectif, mais aussi à titre personnel, parce que moi je suis neurologue et j'ai travaillé aussi dans les neurosciences orthodoxes. Et donc, ce que David a amené avec la neuromodulation et son histoire personnelle me touche aussi un peu plus directement. Donc, merci pour ça. Pour nous, ça va être vraiment très, très utile parce qu'on a parlé ici de non conventionnel, de conventionnel. Et c'est
même dans un centre hospitalo-universitaire où on essaie d'insérer la médecine intégrative dans ce cadre hospitalo-universitaire. Et donc un grand centre hospitalo-universitaire avec tous les aspects de la conventionnelle également, conventionnel en termes médico-économiques, conventionnel en termes de recherche. On a parlé de recherche qualitative. Les choses, la lumière commence à apparaître. Ça m'a fait penser à l'histoire de la méditation de pleine conscience, que moi j'ai pas mal développé aussi, qui a commencé à la fin des années 70 aux États-Unis avec John Kabat-Zinn, et il a commencé à travailler dans les sous-sols d'un hôpital avec des patients dont plus personne ne voulait s'occuper, en particulier des douloureux chroniques. Et je suis persuadé qu'on a passé cette période du sous-sol de la médecine intégrative en loose day, si j'ose dire, et que la lumière est en train de commencer à apparaître, même si au quotidien, il faut expliquer inlassablement, faire comprendre qu'est-ce que c'est les soins complémentaires. Quelle est la différence avec l'approche purement alternative? Fabrice, au sein du CUMEC, nous aide beaucoup avec ça. Mais ça, il faut l'expliquer aux collègues. Et il faut l'expliquer aussi à la direction qui nous dit « Ok, c'est bien joli tout ça, on sait combien ça coûte, on ne sait pas combien ça rapporte. » Expliquer que ça ne peut pas rentrer dans le cadre médico-économique de la tarification à l'activité, que si on met une colonne avec les dépenses, en particulier les salaires médicaux, et en face les actes, ça ne peut pas le faire en médecine intégrative. Il faut sortir de ça. Mais ça, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien aussi en termes de recherche. On mène plusieurs projets de recherche en médecine intégrative à l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, mais on est confronté, là aussi, à l'évidence-based medicine, au fait qu'on veut faire rentrer un programme d'amélioration des douleurs chroniques, et en particulier des douleurs neuropathiques par l'hypnose. On veut le faire rentrer dans le même cadre de recherche que si on teste un médicament contre un placebo. Ça ne marche pas. Mais ça, c'est en train de... autant on était dans l'ombre il y a quelques années, autant ça commence à apparaître grâce à toutes ces initiatives. Et ce prix va nous aider énormément. Et je tenais à vous en remercier. Écoutez, je suis très heureuse, très émue aussi, parce que comme vous le savez, à double titre... D'un point de vue personnel, donc, j'étais très proche de David, mon grand cousin, qui avait 14 ans de plus que moi. Et à titre professionnel, donc en tant que représentante d'Elsan ce soir, voilà, je suis très très heureuse de vous remettre ce prix qui consacre donc l'œuvre du docteur David Servan-Schreiber et qui, à travers vous, va continuer à œuvrer pour la médecine intégrative. Voilà, merci beaucoup. Et je m'associe également au remerciement, à l'honneur d'être avec vous ce soir pour DocaPost. Je représente le président Olivier Vallée et la Poste Santé Autonomie avec Dominique Pons. C'est un honneur d'être partenaire de ce projet. Et je dois vous dire qu'à titre personnel, j'ai beaucoup appris aussi ce soir. Et c'était très bien d'avoir cette pluralité de points de vue pour continuer à faire partager ce domaine essentiel pour notre avenir. Bravo à vous et bravo pour les travaux du CHU de Bordeaux. C'est décidément un bel écosystème. Je regarde Nicolas, l'écosystème bordelais sur ces thématiques. Merci à vous et bravo.